Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez, on va se retrouver aujourd'hui. Le soleil irradie la pièce, donc j'en profite qu'il y ait un peu de lumière pour vous parler de lumière, d'ouverture d'esprit vers les mondes infiniment supérieurs au nôtre. Je veux dire que par là que vous venez d'une dimension qui n'est pas commune. Et donc, du coup, toutes les âmes qui s'incarnent sur Terre actuellement subissent de fortes épreuves. Alors, pour ceux qui ne sont pas conscients, on est vite happé par la violence du monde, par la violence du climat. Actuellement, juste pour se mettre dans le contexte, les intempéries frappent toute la partie de l'Asie du Sud-Est. Le Vietnam est noyé sous les eaux, il y a eu des inondations très importantes, des dégâts matériels et humains, des pertes humaines. Donc les âmes s'en vont vers des sphères, je veux dire, plus aériennes, plus éthérées. Ces âmes-là, il faut les accompagner par les prières, voilà, c'est comme ça la vie. Quand la Terre se met en mouvement, l'homme, avec ses constructions excessives, ses massacres envers la planète, les mots, les pouvoirs des mots qu'il utilise tous les jours pour se lancer des sorts les uns contre les autres, des sorts lancés à toute la population française par les dirigeants, la classe des dirigeants, tous les jours. Bon, bah, forcément, dans l'éther, tout ça, ça s'accumule et ça crée ce qu'on appelle des déséquilibres planétaires. Donc, pour contrer toutes ces énergies noires-là qui nous envahissent tous les jours, bah, je vous invite à vous recentrer, à se prendre un moment de silence, à s'intérioriser. C'est ça que je voulais dire. À chaque fois que vous voyez un événement important qui arrive, que vous voyez énormément de conflits, d'injonctions contradictoires, de menaces soi-disant extérieures, on vous menace d'une guerre, on vous menace de pénurie, on vous menace de toutes sortes de choses. N'ayez crainte, ce n'est qu'un mental surpuissant et inconscient de lui-même qui parle. Vous savez que vous êtes beaucoup plus que cela. Vous savez que vous êtes une force spirituelle. C'est l'esprit qui s'incarne dans ce corps-là, dans votre corps, pour vivre des expériences terrestres. Donc, à un moment donné, il ne faut pas oublier qui nous sommes. Il ne faut jamais oublier d'où nous venons. C'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment, parce qu'à l'approche des fêtes, il y a beaucoup d'événements majeurs qui vont se passer encore, juste pour marquer la fin de l'année, vous savez, juste pour marquer ça. Voilà, que ce soit bien ou mal. Donc, je vous invite réellement à vous recentrer dans le cœur. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps, d'avoir posé un laps de temps dans la frénésie actuelle. Vous posez avec moi et on va prier en silence dans le cœur déjà, et on va se donner énormément d'énergie d'amour qu'on va se donner à soi. On appelle la terre, on appelle les énergies du ciel, on appelle les énergies aux alentours, les énergies des dévas, les énergies des esprits de la forêt. Par exemple, si vous habitez près d'une forêt, les esprits des pierres, par exemple, si vous habitez près des rochers, près d'une grotte, tout ça, il faut vraiment, vraiment vous relier à toutes ces énergies-là qui nous environnent sous forme de forces naturelles. J'appelle ça les forces naturelles. Donc, reliez-vous à ces énergies-là, appelez l'énergie de la déesse mère, appelez l'énergie du soleil central, du soleil qui éclaire tous les soleils, tous les systèmes solaires.
appelez-le et puis ramenez toutes ces énergies-là dans le cœur. Puis vous frottez les mains comme ça, vous imaginez une boule d'or. Voilà. Vous ramenez tout ça dans le cœur, du haut de la tête. Ramenez tout ça dans le cœur. Voilà. Ressentez une douce chaleur qui vous environne, qui vous irradie du cœur, qui inonde toute la poitrine, qui remonte et remonte jusqu'au sommet du crâne, là. Vous le ressentez, là? Vous le sentez et vous ramenez tout ça, vous inondez de votre corps de ces particules de lumière, d'accord? Voilà. Et à partir de là, imaginez une boule d'or entre vos deux mains, ça, et vous envoyez tout ça vers des êtres qui vous sont chers. Comme ça, vous ne perdez pas d'énergie, vous ne nuisez pas votre propre énergie. En ce moment, il y a des fluctuations planétaires. Il y a la constellation Sagittaire qui s'est installée. Qui appelle au changement. Alors, ramenez toutes ces énergies-là, envoyez-le vers des zones où il y a encore des conflits, envoyez de l'énergie vers des zones où il y a des catastrophes naturelles, où il y a des âmes qui partent vers des sphères meilleures. Vous êtes là et vous les accompagnez réellement, d'accord? Ressentez la force d'amour de la déesse mère, Gaïa. Les Égyptiens l'appelaient Isis. Envoyez encore une fois toute cette énergie-là vers les zones des conflits, vers les zones les plus qui subissent des bombardements, vers des zones où les enfants, les personnes touchées par ces conflits-là ressentent votre amour, votre immense amour envers eux. Voilà. Envoyez aussi de l'énergie à tous vos proches, à ceux qui en ont besoin. J'envoie à mon papa, je sais qu'il en a besoin actuellement. Je le remercie d'avoir accepté toute cette énergie d'amour-là, énergie de guérison. Voilà, je vais vous raconter pourquoi est-ce que j'y crois énormément à ces énergies-là, l'énergie de la terre, l'énergie du ciel, des lieux et tout. Parce qu'une fois, j'étais en stage de Reiki, c'était lors de la 3e initiation Reiki. C'était à Paris, ça se passait à Paris. Et rentrer à la maison, bon, j'y croyais pas trop non plus, parce que moi, si je vois pas, j'y crois pas. Sans Thomas. Et puis, je le fais quand même, je fais quand même des rituels, je fais quand même beaucoup de dessiner les symboles, je fais quand même énormément de rituels et tout ça, j'y crois. À un moment donné, je me suis assise et j'ai enlevé mes chaussettes et j'ai commencé à soigner mes pieds. Alors, j'ai posé la main comme ça, sur le bout des pieds, là, comme ça, là, surtout la plante du pied. Et j'ai posé juste comme ça. Et tout d'un coup, je sentais comme un souffle frais qui parcourt toute la plante de mon pied gauche. Alors, je faisais comme ça, je me suis dit, j'ai dû rêver, c'est pas possible. Quelqu'un a soufflé sur mon pied et tout, non, mais quand j'ai ouvert les yeux et je bougeais comme ça ma main et le souffle frais, il suivait selon le mouvement de la main. Et c'est là que j'ai compris réellement que nous pouvons générer l'énergie pour soulager certains maux. Je dis certains, pas tous. Parce que c'est selon votre capacité d'acceptation de la souffrance que vous avez vous-même généré
En fait, la souffrance, les maladies, c'est juste pour se guérir intérieurement, c'est tout. C'est pour juste reconnaître le maladie. Donc ça, le livre de Dis-moi tu as mal et je te dirai pourquoi. Je ne sais plus l'auteur, j'ai un trou de mémoire là. Mais il décrit à peu près ce dont souffrent la plupart des gens. Et il met en lumière, on met en conscience toute la, toute la médecine énergétique. Voilà, donc moi j'ai fait comme ça et je continue comme ça et pendant 6 ou 7 mois, je me suis entraînée sur les proches, sur les voisins, sur les voisines et tout ça, et puis même sur moi-même. Et puis petit à petit, j'ai découvert la bioénergie, donc le magnétisme aussi, et puis voilà, ça, c'est le chemin normal, on dirait. On dirait que c'est le chemin normal de quelqu'un qui entre petit à petit dans le monde invisible de l'énergie. Voilà. C'était juste pour ça. Et donc, une fois que vous avez envoyé beaucoup d'énergie, pourquoi est-ce qu'on envoie de l'énergie? Pourquoi est-ce que les autres n'arrivent pas à générer leur propre puissance de guérison? C'est parce qu'ils ne sont pas encore conscients de leur état. C'est parce qu'ils ont besoin encore d'un apport d'une aide extérieure. Mais le jour où l'humanité va se réveiller, mais à 100%, je pense que c'est un rêve. Mais bon, on peut rêver, hein, c'est gratuit. Le jour où toute l'humanité va se réveiller, il n'y aura plus besoin d'envoi d'énergie. Il y aura juste apport d'énergie, échange d'énergie et soutien. C'est tout, entre tous les proches, entre tous les règnes aussi, humains, animaux et végétaux. Voilà. Donc voilà pour la petite anecdote de Reiki. C'est pour ça que, et puis j'étais allée aussi à la rencontre de beaucoup de gens qui voyaient de l'énergie, qui voyaient de l'aura et tout ça, des auras. Et j'avais demandé à un monsieur, il s'appelle Philippe. Je m'en souviens plus de son nom, il faut que je retrouve son lien. Il a un site. Philippe Dimino, voilà. Philippe Dimino, vous tapez Philippe Dimino, vous le trouverez. Et la première chose qu'il m'a vu, la première chose qu'il m'a dit quand il m'a vu, c'est vous avez du feu dans les mains. Donc certainement vous allez pouvoir vous en sortir avec du magnétisme. Donc du coup, à l'époque, j'y croyais pas trop, mais c'est vrai que à un moment donné, quand on en a besoin, récemment, j'avais soigné pas mal de maux de dos, des hernies et tout ça, juste en posant les mains et en faisant des massages énergétiques, vous voyez. Donc comme quoi, ça, le monde énergétique est encore à découvrir, que la science n'a pas encore totalement validé, mais ça va venir réellement. Là, j'ai enlevé mes lunettes parce que là, j'avais mal aux yeux, mais ça va. Ensuite, pardon, je vais me chercher un thé. Me revoilà avec un bon thé bien chaud avec du miel et tout ça au ginseng et tout ça pour renforcer l'esprit et le corps. Voilà, parce que quand on envoie beaucoup d'énergie ou qu'on reçoit beaucoup d'énergie ou qu'on est en soins énergétiques, il faut boire énormément. Il faut boire des plantes, des tisanes, de l'eau. Et puis, pour accompagner les séances énergétiques ou les lectures de cartes, des tarots, des lettres et tout ça, je vais me parfumer juste pour accompagner, juste pour purifier aussi l'atmosphère, enfin l'environnement, le mien. Et aujourd'hui, j'ai choisi, c'est un ami qui me l'a ramené, j'ai choisi, c'est un échantillon voyage, hein, j'ai choisi 30 millilitres. J'ai choisi le Kenzo, le jungle de Kenzo. Kenzo jungle. Alors, on va trouver ça à l'aéroport.
sont hyper bons si vous l'avez déjà. Vous me dites si vous avez le Kenzo jungle. Ils sont très très bons, c'est un floral. La signature caractéristique des parfums Kenzo, poudré floral d'une magnificence incroyable. Je crois que je vais me l'offrir en gros, parce que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup ce parfum, réellement. Voilà. Et je voulais aussi vous parler d'un livre que j'ai terminé, parce que je passe mes nuits aussi à lire après le travail. Donc celui-là, c'est le Dan Brown, Le secret des secrets. Alors je vais vous lire ce qu'il y a derrière, sans spoiler, sans rien du tout. Alors, c'est écrit par Dan Brown, donc aux éditions J.C. Lattès. C'est un gros livre qui coûte à peu près 25, 26 €. Je l'ai eu à la FNAC de Paris et c'est Marie qui me l'a offert. L'éminent professeur de symbiologie Robert Langdon se rend à Prague pour une conférence sur la noétique donnée par son amie de longue date Catherine Solomon. La scientifique est sur le point de publier un ouvrage révolutionnaire sur la nature de la conscience humaine. Un meurtre sauvage va soudain précipiter leur séjour dans le chaos. Catherine disparaît et son manuscrit est piraté sur le serveur de son éditeur. Commence alors une course contre la montre dans Prague et ses mystères. Langdon se retrouve pourchassé par une étrange créature mythologique et devient la cible d'une organisation dont le projet pourrait changer à jamais notre conception de l'esprit humain. Alors, Dan Brown est l'auteur de nombreux best-sellers internationaux. Vous connaissez le Da Vinci Code qui a été porté à l'écran, Anges et démons aussi, il y a énormément. Et ces romans sont traduits en vietnamien aussi, donc j'ai eu l'occasion de lire aussi en viet. Voilà. Donc, ça parle du secret des secrets, je vous dévoile un tout petit peu comme ça. Ça parle de la conscience hors du corps. Ça parle de double personnalité. Ça parle de tout ce qui tourne autour de la conscience. Et de la symbiologie et tout ce qui est mystérieux, propre à l'univers de Dan Brown, évidemment. Voilà, donc si vous n'avez pas, si vous ne savez pas quoi offrir à Noël, offrez ce livre-là à tous ceux qui aiment tout ce qui est mystère, tout ce qui est décrypter les symboles, course-poursuite dans Prague. C'est pas mal. Voilà, c'est très très bien comme c'est pas mal. Voilà, je vais remonter les rideaux. Ou non, je vais attendre un peu. Voilà. C'est pas mal. C'est Dan Brown, Le secret des secrets. Voilà. Ensuite, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont bons ce parfum. Jungle. Oh, magnifique parfum, magnifique. Jungle, Kenzo. Ensuite, je voulais aussi vous lire moi j'adore les livres. C'est ma sœur qui me l'a fait découvrir. Hein. Et celui-là, c'est le 3e exemplaire parce que entre les déménagements et autres, j'ai perdu les 2 autres. Donc, je me suis précipitée sur Prime Minister. Oui, c'est Prime Minister. Rakuten. Pour acheter, c'est en format, c'est en occasion. Je crois que j'ai payé 5 € à l'époque. C'était il y a 3 ou 4 mois. Là-dedans, j'ai mis une rose comme marque-page. La rose du jardin. Ils sont bons en plus. La tubéreuse noire aussi de Jo Malone, c'est pas mal. Ce tubéreuse noire de chez Parfum Star 810. Hein. J'ai pris un gros. J'ai pris un gros comme ça. Histoire de ne pas en manquer. Tubéreuse. Magnifique, très classe. Parfum très très classe, très chic. À porter en toute occasion, toute saison, même en hiver. Très très beau. Alors, contes et légendes de Brocéliande, de la Bretagne, de la forêt de Brocéliande. J'aimerais bien visiter cette forêt.
Et c'est écrit par Claudine Glaude et Marie Tanner. Voilà, celle-là. Donc le soleil se couche très très vite. Hein. Dans une demi-heure, il va faire nuit. Alors, j'adore ces contes et légendes de Brocéliande. Les êtres surnaturels, je vais vous le dire ça. C'est trop trop beau, moi j'adore, je vais vous le dire. Oh, achetez-le le livre, il est magnifique. Tiens, cure végétale, Serge de Oliveira. Oh, magnifique. Bon. Les êtres surnaturels, la sorcière des 4 vents. Des crêtes du Val sans retour jusqu'aux abords de Trécesson, la lande était autrefois parsemée de moulins. Certains étaient florissants, occupés à moudre du blé noir ou du froment. D'autres, qui avaient moins belle mine, subsistaient vaillamment. Mais celui qui faisait le plus jaser dans le pays ne tournait plus depuis longtemps. Noir et décrépit, le moulin des 4 vents levait vers le ciel les pathétiques squelettes de ses ailes. Une vieille femme y avait trouvé refuge et y survivait de peu. Elle soignait les paysans par les plantes, elle aidait les femmes en mal d'enfants à concevoir et parfois, disait-on dans un murmure, elle apportait la bonne mort à ceux qui souffraient trop, à l'aide d'une belle pierre de foudre au reflet de jade. À Treorontuck, je ne sais pas si je prononce bien, les anciens affirmaient qu'elle avait jadis surpassé en beauté toutes les filles du pays, avec ses cheveux d'un roux flamboyant et sa peau plus blanche que la fleur du blé noir, et que la liberté de ses manières les avait tous fascinés. Jupons relevés, corsage ouvert, elle dansait sous la pleine lune, elle courait la lande à peine vêtue de fleurs et de feuilles. Sans compter qu'elle avait de bien curieuses façons de faire avec des pierres dressées. Au 1er mai, elle se couchait toute nue, oui, toute nue, dans l'osier de Viviane. Tiens, c'était si triste de penser que tout cela s'en était allé, que ça méritait bien une bolée, concluait-il régulièrement. Je ne sais pas ce que c'est qu'une bolée. Les plus jeunes avaient de la peine à les croire, en regardant la pauvre créature rabougrie qui glanait ça et là mousse et lichen. Mais personne ne prenait le risque de se moquer d'elle. Ceux qui avaient osé le faire s'en étaient tous repentis, affligés qu'ils avaient été de maux divers, non pas mortels mais déplaisants en société. Seul un repentir sincère et les excuses monnayées les avaient délivrés du courroux de la sorcière des 4 vents. Dans le même temps vivait à Treorontuck, vous me corrigez si je me trompe, un jeune homme insatisfait qui soupirait perpétuellement sur son sort. Il appartenait pourtant à une famille de paysans aisés, maîtres de bonnes terres et de fermes riches en bétail. Les jolies filles du pays le lorgnaient avec intérêt, et certaines avaient eu pour lui plus que l'amitié. Rien n'y faisait. Il rêvait d'un ailleurs plus beau, plus riche. Quel ailleurs? Il n'en savait trop rien. Les rares voyageurs qui passaient par là avaient beau lui décrire les mers chaudes, les palais de l'Orient, les déserts brûlants, ses soupirs continuaient. L'insatisfaction rongeait ses jours et ses nuits. Un soir de grande pluie, ses parents à recueillir sous leur toit la sorcière des 4 vents. À la fin du repas, il lui confia son tourment et fut bien étonné de l'entendre en rire de bon cœur. J'en ai connu bien d'autres qui souffraient du même mal que toi. Je les ai tous guéris. Si tu en as le courage, viens me voir à la prochaine lune montante. Je t'aiderai, si tu en as le courage. Le premier soir de la lune montante, le garçon frappait à la porte du moulin des 4 vents, une pièce d'or au creux de sa main.
La sorcière le fit entrer dans la pièce sombre, tout odorante, des bouquets d'herbes pendus aux poutres. Un liquide sombre bouillonnait sur le feu. Des chats dormaient en tas près de l'âtre. Il respira, rassuré. L'antre de la sorcière n'était pas si terrible qu'il avait craint. Elle le fit asseoir en face d'elle. « Donc, tu veux connaître une vie meilleure? Un monde plus beau? » « Plus beau, je ne sais pas, mais je n'ai eu aucun bonheur à vivre ici, je veux connaître autre chose. Allez ailleurs. Ce sera forcément mieux. » Elle ne fit aucun commentaire. « Je peux t'aider. J'ai le pouvoir d'envoyer celui qui en fait le vœu devant moi, le premier jour de la lune montante, au bout d'un des 4 vents. Si tel est ton désir, tu t'en iras cette nuit même. » Pour la première fois, le regard du garçon brillait d'intérêt. Il se voyait sur les ailes du vent, les paysages défilaient au-dessous de lui. Il revint à la vieille et lui tendit sa pièce d'or. « Pour toi, si tu m'envoies ce soir même au bout du vent d'ouest. » La sorcière regarda gravement le garçon. « Attention, ce n'est pas un jeu ou une simple distraction que je te propose là. Je sais faire partir les jeunes gens impatients, mais leur retour n'est jamais assuré. Si tu changes d'avis quand tu seras parvenu au bout du vent, je ne pourrai plus t'aider. Car même si je le pouvais, sache bien que, pour les humains, ce qui est passé ne revint plus. » Mais le garçon était impatient. Jetant sa pièce d'or sur la table, il jura que son choix était arrêté et qu'il prenait la lune montante à témoin de son désir de partir. La sorcière lui fit boire une pleine coupe de liquide qui bouillait dans sa cheminée. Puis tous deux sortirent. « Fixe bien la lune et envole-toi, » murmure-t-elle. Puis elle commença à chanter. Peu à peu, son chant décrut. Des nuages voilèrent la lune. Quand ils se dissipèrent, la vieille contempla un instant la lande déserte et rentra seule dans son moulin. Le pays du bout du vent d'ouest était ensorcelant. Les aventures, les plaisirs se succédaient sans discontinuer, et le garçon venu de Brocéliande en prit une belle part. Quelques années passèrent. Puis l'insatisfaction qui n'était qu'endormie au fond de son âme commença à se réveiller. Il avait parcouru en tous sens le pays du vent d'ouest, ses plages de sable blanc, ses montagnes abruptes, ses lacs profonds. La neige l'avait ébloui, maintenant il la trouvait froide. Il avait chassé sans répit le cerf et le sanglier. Les chevauchés à perdre haleine le lassaient. La beauté des jeunes femmes lui paraissait ordinaire. L'eau dorée et brûlante qui sortait des alambics ne lui octroyait plus les rêveries des premiers jours. Bref, il commença à s'ennuyer. Et du fond de sa mémoire ressurgirent les souvenirs charmants de tout ce qu'il croyait avoir détesté. De la bruyère en fleurs sur la lande, un ruisseau encaissé dans les pierres rouges, un troupeau de vaches rentrant à la ferme. Lorsqu'il commença à désirer la bouillie du blé noir et le cidre aigre-doux de la table familiale, il sut qu'il avait épuisé les joies du vent d'ouest. Pendant qu'il rêvait d'un bal de moisson, d'une bombarde, rythmant les pas des danseurs sur l'air à battre, il entendit soudain, aussi clairement que s'il avait été en face de lui, grelotter la voix de la sorcière des 4 vents. Partir n'est pas un simple jeu. Si tu veux revenir du vent d'ouest, je ne sais si je pourrai t'aider. Le visage et les paroles de la sorcière se mirent à le hanter toutes les nuits. Il fallait qu'il revienne chez lui. Il commença à courir la campagne à la recherche des magiciens et des enchanteurs, nombreux sur les terres du vent d'ouest. Partout, la réponse était la même. Personne ne savait comment renvoyer le jeune homme dans son pays. Personne n'avait entendu parler de la sorcière des 4 vents, ni de Brocéliande, et encore moins de Tréhorntek. Truc.
Depuis combien de temps durait sa quête? Lorsqu'il échoua enfin au fond d'une vallée inconnue, au milieu de collines dont il avait parcouru plus de 100 fois les moindres recoins, une grotte s'ouvrait dans la paroi rocheuse. Il entra. L'intérieur de la caverne était sombre et odorant. Des feuilles fraîches jonchaient le sol. Des plantes étaient étalées, pour sécher, sur les clés de jonc. Au milieu des braises qui rougeoyaient dans un grand pot de fer, était enfouie une petite marmite pleine d'un liquide vert tendre, au parfum pénétrant. Une jeune femme s'avança vers lui, grande, rousse, la peau si blanche qu'elle en semblait transparente. Elle portait une longue jupe de laine verte brodée de signes mystérieux, et son corset de cuir s'entr'ouvrait sur de douces perspectives. Tu as de la chance d'avoir trouvé le chemin de mon antre. La voix était grave, chaude, un peu chantante. Et tu veux revenir dans ta Brocéliande bien-aimée, revoir les moulins de la lande et boire encore l'eau de Barenton. Te rappelles-tu ce que je t'avais dit il y a longtemps à l'autre bout du vent d'ouest? Le retour n'est pas aisé. Ce qui est passé ne revient plus. Le garçon se laissait bercer par la voix envoûtante. Il respirait l'odeur des fleurs et de la potion et se laissait aller. Le froid le réveilla soudain. Il se redressa d'un coup, transi de rosée, le dos douloureux d'avoir trop longtemps dormi sur la terre. Au-dessus de sa tête se dressait un grand pin, près de lui un ruisseau bruissait. Dans sa tête, il entendait résonner cette voix de femme. Boire encore l'eau de la fontaine de Barenton. Barenton, Barenton, répétait-elle. La lumière de la lune lui confirma qu'il ne rêvait pas. Il était de retour en Brocéliande, à 2 pas de Barenton, dont il entendait sourdre l'eau. Il sauta sur ses pieds. Il se rappelait bien le chemin, redescendre de la fontaine, prendre la longue ligne forestière qui allait le conduire vers le pertuis néanti, puis descendre vers le Treorontuck. Il aurait voulu courir, mais ses jambes refusaient de lui obéir. Son dos était douloureux. Il avait si froid tout d'un coup. La lueur de la lune projetait son ombre sur le sol, une ombre maigre et voûtée. Lorsqu'il tendit la main pour casser une branche dont il pensait se faire une canne, il vit ses doigts noueux, crochus, sa paume déformée et des taches brunâtres sur sa peau. Le jour était déjà levé lorsqu'il arriva en vue de Treorontuck. La route était large devant lui, beaucoup plus large que dans son souvenir. Il ne reconnut ni l'entrée du village, ni le chemin qui conduisait à la ferme de ses parents. À la place de l'auberge où il avait coutume de retrouver ses amis, une bâtisse écroulée, dont le lierre et les ronces faisaient le siège. Du manoir clos de murs, seule subsistait une tour et la porte d'entrée. Ses pas le conduisirent vers l'église, encore fermée à une heure aussi matinale. Elle au moins n'avait pas changé. Il allait attendre le curé et se confier à lui. Le cimetière flanquait l'église, à gauche. L'envie lui prit de se recueillir sur la tombe de ses grands-parents. Ses pas étaient de plus en plus lourds. Il poussa la grille. La dalle funéraire de sa famille était là, devant lui. Il lut les noms de ses grands-parents, puis ceux de ses propres parents, puis ceux de ses frères et sœurs, ceux encore de neveux qu'il n'avait pas connus, et de nombreux petits-neveux. Les noms et les générations se succédaient, gravés dans la pierre. Sa tête tournait. Il essaya de se rappeler la date de son départ. Le soleil levant lui blessait les yeux. Il se pencha pour suivre les chiffres du bout des doigts. L'air lui manqua. Il se sentit tomber, très lentement d'abord, puis sa chute s'accéléra. Lorsque Bodo arriva à l'église, il trouva la porte du cimetière ouverte. Sur la première tombe, un petit tas de cendres voltigeait au vent. Il crut entendre un rire de femme dans le vent du matin. Il se signa prestement,
ferma la grille et marcha d'un pas ferme vers la porte peinte en rouge. C'est Claudine Glo qui a écrit cette magnifique histoire, courte histoire des êtres surnaturels, la sorcière des 4 vents. Voilà, j'espère que je vous ai donné l'eau à la bouche. Peut-être qu'il existe encore sur Rakuten Presse Ministère, c'est des livres d'occasion. J'ai acheté en occasion, j'ai pas acheté neuf. En neuf, il doit valoir à l'époque 15 €. Peut-être qu'aujourd'hui, dans la vingtaine, 20 peut-être. Voilà. L'atelier sent bon. Cuir végétal. Ambré, magnifique. Waouh, j'aime trop. J'aime trop le cuir végétal. Très, très beau. Voilà. Ben, écoutez, merci de m'avoir suivi jusque-là. On va tirer une carte, hein, si vous voulez. Comme ça, on va terminer par la carte, le tarot des lettres hébraïques. Que nous disent les lettres? Aleph final. On va chercher dans le livre que veut dire Aleph final. Numéro 28. Aleph final. Valeur numérique 1000. Aleph final ne change pas de forme car son essence est immuable. Elle représente l'accomplissement absolu, le couronnement suprême. En elle, l'homme se découvre roi. C'est le plan vibratoire du Messie, de l'homme Christ. C'est la fin d'un long voyage et le commencement d'une splendeur qui est au-delà des mots, car elle ne se compare à rien que l'on puisse trouver dans les anciens repères. Les vieux manteaux sont tombés, la grâce divine est en action. Plus rien ne sera comme avant. Aleph final est notre réalité la plus haute, car elle se situe au-delà de toute notion de haut ou de bas. Elle est la conscience souveraine de l'unité de tout ce qui est. Je vais chercher la prière de Aleph final, peut-être que j'en trouverai une là-dedans, dans le livre Splendeur. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas le Aleph final. Parce que c'est peut-être les lettres finales, hein, tout simplement. J'ai oublié comment est fait ce livre. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas relu. Tiens, je vais me remettre à le relire maintenant, vu que j'ai terminé l'autre. Voilà. Donc écoutez, sur ce, merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir tiré les cartes avec moi. Dites-moi si vous avez aimé les contes et légendes de Brocéliande. Et je vous encourage réellement à le lire, ce livre. Il est d'une merveille, là. Il m'a transporté. Voilà. Actuellement, qu'est-ce que je lis actuellement? Moi, je vais vous montrer ce que je lis. Et après, je vais vous montrer ce que je lis. Hein. Je reviens. Voilà, je suis en train de commencer une série de livres. Celui-là, ça a été un coup de cœur. Chez qui j'étais allée à Paris la semaine dernière. Et qu'est-ce que j'étais allée chez qui? Cultura. Chez Cultura, vous pouvez le trouver, ou à la FNAC, hein, mais moi j'aime bien, j'aime beaucoup Cultura. Et c'est Rebecca Yarros qui l'a écrit. Hein. Et c'est Force Wing, s'envoler ou mourir. Je vais vous lire ce qu'il y a derrière. Un dragon sans cavalier est une tragédie. Un cavalier sans dragon est mort.
c'est le codex du dragonnier. Alors là-dedans, là-dedans, alors, avertissement. Fourth Wing est un livre d'aventure fantastique, un thriller palpitant qui se déroule dans l'univers brutal et compétitif d'une école militaire pour dragonniers et comprend dans ses pages des éléments tels que la guerre, la bataille, le combat au corps à corps, les situations périlleuses, tout ce qui concerne la guerre et tout ça. Mais je ne sais pas pourquoi, je suis attirée par ce livre-là. C'est trop beau. Moi qui n'aime pas la guerre, qui aime lire que les livres sur les anges et autres, je pense que les énergies nouvelles s'installent sur Terre et se prépare à un esprit beaucoup plus fort qui doit faire face à toutes les épreuves. C'est pour ça que je pense que c'est pas un hasard si je me suis offert les 2 premiers tomes sous format poche, parce que les autres, c'est un peu cher. Les autres, c'est pas encore sorti en format poche. Celui-là, les 2 tomes sont sortis. Celui-là et le deuxième, tout plus gros, est sorti en format poche. Il fait 800 pages. Non, 900 pages. Presque 1000 pages. 986 pages pour le premier tome. Je crois que le deuxième tome, il fait 1500 pages, je crois. Mais bon, prenons le courage de le lire. Si ça nous plaît pas, enfin, si ça me plaît pas, au bout de 2 tomes, j'aurais dépensé que 20 € au lieu de 45-50 €. Voilà, sur ce, écoutez, si vous l'avez lu, dites-le moi. Si vous avez lu aussi celui-là, dites-le moi. Et si vous avez aimé celui-là, dites-le moi aussi. Si vous avez d'autres livres que vous lisez en ce moment, faites part de vos expériences de lecture. Prochaine fois, on va tirer les cartes des anges. Voilà, sur ce, bon appétit à vous, bisous, bisous.